Un Boeing 767 flambant neuf. Fuel pressure. Why would that be? How come I have no instruments? Tombe subitement en panne à 8000 mètres d'altitude. Winnipeg, Air Canada 143. Air Canada 143, go ahead. Just lost both engines. Holy cow! How far are we from Gimli? You're approximately 12 miles from Gimli right now. I guess I'll just slip it. Le Boeing perd rapidement de l'altitude et une bande d'atterrissage désaffectée demeure le seul espoir des membres de l'équipage atterré. Mais ils ne savent pas que la piste choisie est loin d'être déserte. Mayday, mayday. Le vol 143 d'Air Canada survole le pays par un temps paisible. Il est actuellement à mi-chemin de son voyage entre Montréal et Edmonton. Good evening, ladies and gentlemen. This is your first officer. L'avion transporte 61 passagers et 8 membres d'équipage. Beautiful day. Clear, temperature of 24 degrees Celsius. Nous sommes le 23 juillet 1983. That's coming along, huh? Rick Dion est un des ingénieurs en maintenance des aéronefs d'Air Canada. Je me rendais à Edmonton avec ma femme Pearl et mon fils Chris, qui avait 4 ans à l'époque. On partait en vacances pour 2 semaines et on était tous ravis de voyager à bord d'un avion tout neuf. Compliment of the captain. Oh, hey, Rob, thanks. Whenever you want to come up to the flight deck. C'était mon premier vol à bord d'un 767 moderne. Notre ligne aérienne venait tout juste d'en acheter. Je voulais visiter le poste de pilotage pour évaluer l'influence de cette nouvelle technologie sur mon travail. Le commandant de bord est Bob Pearson, un pilote de 48 ans qui a accumulé plus de 15 000 heures de vol. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes à verticale de Red Lake. Maurice Quintal est son copilote. Il a plus de 7 000 heures de vol à son actif. Come on in. Pardon me, gentlemen? Je connaissais déjà Bob Pearson, car on fréquentait le même petit aéroclub à Saint-Lazare. C'était un des pilotes qui nous aidait à pratiquer le planage. Et il pouvait piloter des planeurs ultra-légers. Nous volions en direction nord-ouest, par une belle journée ensoleillée de juillet. Notre plan de vol prévoyait une altitude de 12 000 mètres. Très peu d'avions volaient aussi haut en 1983. L'équipage a beau avoir volé des milliers d'heures, il a passé fort peu d'entre elles à bord d'un tel avion. Le 767 est le plus sophistiqué des avions à fuselage large, la nouvelle génération des gros porteurs. Une multitude de microprocesseurs logés dans le ventre de l'avion automatise tellement de fonctions que le poste de mécanicien de bord a été aboli. C'est l'un des 4 767 récemment achetés par Air Canada et il a accumulé un maigre 150 heures de vol. Quite a difference here, huh? Oh, yeah. Reset on and start here. Ni le commandant ni moi n'étions habitués à cet avion. J'avais volé un maximum de 75 heures sur le 767 et aucun des instruments ne m'était familier. Les pilotes et l'équipe de maintenance se familiarisent encore avec ce nouveau type d'avion de ligne. Le commandant Pearson explique à Dion comment il a réglé un problème mineur au cours d'un vol précédent. You know, that brings up an interesting... Fuel pressure. Why would that be? Un signal d'alarme prévient l'équipage de la défaillance d'une des pompes carburant. Something's wrong with the fuel pump. Le 767 possède 3 réservoirs de carburant principaux. Les 2 premiers sont insérés dans les ailes, le 3e placé au centre de l'avion sert exclusivement au vol de longue distance. Des pompes électriques extraient le carburant des réservoirs et l'acheminent directement jusqu'aux 2 moteurs. L'alerte de basse pression signale sans doute une défaillance d'une des pompes, mais elle cache peut-être un problème plus grave.
comme un manque de carburant. That forward fuel pump. It's just a bloody pump failing, I can tell you that. Une deuxième alerte de basse pression retentit soudain. Celle-ci provient de la pompe carburant placée du côté gauche de l'avion. Mais l'ordinateur de gestion de vol indique que les réservoirs de l'avion contiennent bien assez de carburant pour compléter le voyage. Le 767 est aussi équipé de processeurs numériques de quantité de carburant, mais ils ne sont pas en état de fonctionnement. Ces mystérieux avertissements déconcertent l'équipage. Les choses se sont gâtées quand le deuxième voyant de pompe de gavage carburant, celui du réservoir de l'aile gauche, s'est allumé. Il m'a semblé très anormal qu'un avion flambant neuf subisse une double défaillance de pompe carburant. J'étais certain que quelque chose nous échappait. Your assessment of that be? My own personal thoughts? You might be low in the left tank. I used to be involved. Dans le passé, je m'étais occupé de transfert de carburant. Je sais que lorsqu'on tente de vider un réservoir, le voyant clignote périodiquement. Ensuite, la pompe refait l'injection et le voyant s'éteint. C'est ce que j'observais à ce moment-là. Le commandant sait que si son réservoir gauche est à court de carburant, le droit risque d'être dans le même état. Let's head for Winnipeg. Now. Craignant de manquer de carburant, le commandant Pearson veut atterrir le plus rapidement possible. Mais l'avion est à plus de 1100 km de distance de sa destination, l'aéroport d'Edmonton, en Alberta. L'aéroport le plus proche est celui de Winnipeg, au Manitoba, à quelques 190 km de sa position actuelle. Winnipeg Center. Air Canada 143. Air Canada 143, go ahead. Ron Hewitt est contrôleur radar depuis 20 ans. Yes, sir, we have a problem. We're going to requesting direct Winnipeg. Air Canada 143 cleared. Take position, direct Winnipeg. You are cleared to maintain 6,000, descent, your discretion. Une altitude de 1800 mètres et la permission d'effectuer la descente de leur choix. Il ne m'a pas parlé du problème et je ne lui ai rien demandé. Nous devons leur donner les instructions nécessaires et éloigner les autres avions, c'est tout. Okay, we're out of 410. L'avion vole à 12 500 mètres d'altitude lorsque son pilote amorce la descente. Oh man, we're all going out, eh? Les indicateurs de basse pression des autres pompes carburant s'allument l'une après l'autre. Le copilote prévient l'équipage de cabine afin qu'il se prépare à faire un atterrissage forcé. Hello. Cabin, we think we have problems with our fuel system. We are diverting to Winnipeg. I hope this is just false warnings. Rick, can you think of anything we haven't done? No, I can't, Bob. Okay. We've lost the left engine. La perte d'un moteur met fin à leur incertitude. Le vol 143 sera bientôt à court de carburant. Okay, checklist. Single engine landing. Le commandant Pearson a reçu la formation nécessaire pour faire atterrir un 767 avec un seul moteur. Aucun pilote n'a jamais tenté l'exercice sans moteur. Il amorce rapidement sa descente afin d'éviter ce redoutable honneur. Ladies and gentlemen, this is your in-charge flight attendant speaking. Due to mechanical problems, we'll be preparing for an emergency landing. Please return to your seats and fasten your seat belts. Your crew is fully trained to deal with this situation, and as you may have noticed, some crew members have already started to prepare the aircraft. Approach and landing. Flaps will be 20. Right. Ground flap override. As they're doing that drill, Pendant qu'ils faisaient les vérifications d'usage, l'indicateur de basse pression de la pompe carburant droite clignotait de la même façon que celui de gauche. like it did on the left, they were quite busy carrying out the first engine Les pilotes étaient penchés sur la liste de vérification, lights. mais moi, j'avais vu sur les voyants. Je savais que le deuxième moteur n'allait pas tarder à flancher. And the shutdown too. What was that? Very shortly, we will begin giving you instructions.
How come I have no instruments? Nos panneaux de gestion de vol ultramodernes se sont brusquement éteints. Ladies and gentlemen, please remain calm. Please follow our instructions. Refrain from smoking and put your chair back in the upright position. Secure your seatbelt tightly against your hip. C'est exactement ce que Bob Pearson craignait. Ces deux moteurs sont en panne. À 8000 mètres d'altitude et à 120 km de l'aéroport le plus proche, le 767 est à court de carburant. Winnipeg, Air Canada 143. Air Canada 143, go ahead. Just lost both engines. Quand j'ai su que les deux moteurs étaient en panne, je me suis dit, je parle à un homme mort. L'entraînement reçu sur le simulateur de vol nous apprend comment réagir à la défaillance d'un moteur. Mais aucun de nous n'avait jamais affronté une défaillance totale des moteurs. Les occupants du vol 143 avaient très peu de chances de survivre à l'écrasement. Je voyais déjà leur avion essayer de virer et dégringoler vers la piste. Les moteurs d'un avion à réaction génèrent la poussée au décollage, mais aussi la puissance nécessaire pour manœuvrer cet avion. Le 767 serait complètement incontrôlable si ce n'était d'un nouveau dispositif. Les avions de ligne moderne ressemblent à un couteau suisse. Ils gardent tous une dernière lame en réserve. En cas de perte complète des moteurs, ils déploient cette arme ultime, la turbine à air. C'est une turbine à ressort, dont la pompe hydraulique est actionnée par une hélice de la taille de celle d'un Cessna 150. Elle s'abat dans l'écoulement d'air du 767. Puis, l'hélice commence à tourner et met la pompe hydraulique en marche, ce qui donne le contrôle de certains systèmes de base au pilote. Le commandant Pearson dispose de très peu de temps pour se rendre à la piste d'atterrissage la plus proche. 143, this is a mayday, and We require vector arm to the closest available runway. 143, we copy that all, okay? Mais cette perte totale de moteur prend les contrôleurs aériens de court. They're gone. They were right here. We've lost him. He's dropped off the screen. I need primary radar. 143, we've lost your transponder return and are attempting to pick up your target now. Les avions à réaction commerciaux sont équipés d'un transpondeur qui transmet de l'information codée dont les contrôleurs aériens se servent pour déterminer la position de l'appareil. Mais après la perte du deuxième et dernier moteur du 767, très peu d'instruments ont profité de l'alimentation de secours. Et le transpondeur n'était pas du nombre. L'avion a donc disparu de l'écran radar de la tour de contrôle. Ron Hewitt sait que le Boeing vole à l'est de Winnipeg sans connaître la distance réelle qui le sépare de l'aéroport. Un 767 ne dégringole pas instantanément lorsqu'il perd sa puissance motrice. Ses propriétés aérodynamiques lui permettent de planer en descendant lentement vers la terre ferme. Pendant ce temps, j'essayais de calculer les kilomètres de distance couverts par l'avion en fonction de chaque mètre d'altitude perdue. Mais le copilote ne dispose pas des instruments qui pourraient lui donner l'information essentielle à ses calculs. Comme ils ont perdu le signal de l'avion, les contrôleurs aériens ne peuvent pas l'aider. Et ils tentent désespérément de trouver un moyen de repérer l'appareil. Just before landing, you will hear the command, brace for landing. Brace immediately and stay braced until the plane comes to a complete stop. There are two ways to brace. One, bend forward. Raise your arms and hands against the seat. Bryce Bell a pris l'avion pour rentrer chez lui à Edmonton. Dès qu'ils ont annoncé qu'on faisait un arrêt non prévu à Winnipeg, j'ai regretté d'avoir bu 2 cocktails. Je me suis dit, tu auras une fraction de seconde avant que cet avion ne soit enveloppé par les flammes. Et ta survie va dépendre de la rapidité de tes réflexes. I think that's him. Let's say that's him. Puisque leur équipement sophistiqué n'arrive pas à retrouver le Boeing, les contrôleurs aériens utilisent un radar classique qui n'a pas besoin du transpondeur pour capter son signal. Okay, I got it. 65 from Winnipeg, 45 from Gimli. 143,
We have you at 65 miles from Winnipeg and approximately 45 miles from Gimli. Pour la première fois depuis le début de la panne, les pilotes connaissent leur position exacte. We might make Winnipeg. Mais le copilote croit qu'ils ont de meilleures chances d'atteindre Gimli. La municipalité rurale de Gimli possède une base aérienne déclassée située à 32 km à l'est de Winnipeg. De plus, le copilote Maurice Quintal y était affecté durant son service dans les forces armées et il connaît bien la base. 45 miles to Gimli. That is a long runway. Is there emergency equipment at Gimli? Negative emergency equipment at all. Just one runway available, I believe. And no control tower and no information on it. Le commandant Pearson sait qu'il risque fort d'atterrir en catastrophe. S'il a la moindre chance d'atteindre l'aéroport de Winnipeg, doté de tout l'équipement d'urgence nécessaire, il doit la saisir. Okay, then we would prefer Winnipeg. Fine. 143, continue your present heading. Actuellement, le Boeing 767 ne vole plus. Il tombe. Et personne ne sait à quel moment ni à quel endroit il touchera le sol. Sans moteur pour le maintenir en vol, le Boeing 767 d'Air Canada tombe lentement du ciel. Des parents étreignaient leurs enfants, des gens griffonnaient des notes. Je l'ai appris plus tard, certains laissaient un mot à leurs proches, d'autres rédigeaient carrément leur testament ou d'autres documents importants. C'était très angoissant. 143, a question if you have the time. Okay, go ahead. Total number of persons on board, please. L'avion transporte 69 personnes, mais le copilote Quintal est surmené et il donne un chiffre inférieur. I have 33 people on board, including the crew. Okay. Il fallait que je sache combien d'âmes il y avait à bord. Ils étaient occupés, je ne voulais pas les déranger, mais je n'avais pas le choix. L'appareil aurait pu s'écraser dans le lac ou dans un champ. Je me souviens d'avoir songé, super, cet avion a une capacité de 300 personnes, mais ils sont bien moins que ça. Je songeais à tout ce que j'aurais pu encore faire dans ma vie, et aussi à la façon dont j'avais traité certaines personnes. Je regrettais de ne pas avoir été plus humain. Je regrettais aussi d'avoir fait tout un plat de choses vraiment insignifiantes. Je le voyais bien maintenant alors que la réalité me frappait en plein visage. J'étais anéanti. Je me souviens d'une mère qui voyageait avec son bébé, alors que moi... Moi, j'avais une fille nommée Victoria. Et j'ai dit à cette femme que tout irait bien. Ça m'a demandé un effort, mais j'étais très fière de moi. Je suis heureuse d'avoir pu lui dire que tout allait bien se passer en la regardant droit dans les yeux. Okay, and how far from the field are we now? You're 35... correction, make that 39 miles from Winnipeg. Roger. Les contrôleurs peuvent maintenant suivre la trajectoire du Boeing sur l'écran radar et ils fournissent aux pilotes l'information qui les aidera à planifier leur descente. Roger, what is your altitude now? 8.5. 8.5. À environ 2600 mètres du sol, Pearson aperçoit sa destination. L'aéroport de Winnipeg est à moins de 56 km de distance. We're visual. Mais le copilote Quintal a de mauvaises nouvelles. Bob, we can last maybe another 20 miles. We're not going to make Winnipeg. Maurice Quintal a calculé qu'en fonction de sa descente actuelle, l'avion toucherait le sol à 24 km de la piste d'atterrissage. How far are we from Gimli? You're approximately 12 miles from Gimli right now. Where is it? Which way is he moving? On your right. Turn right to a heading of 345. I would say you have 10 miles to fly. Okay, fine. We're gonna go there. I'm gonna go check on my family. You guys don't need me up here right now, huh? No, we're okay. Don't worry about it. It's okay. They got it under control. Just make sure your seatbelts are tight, all right?
Landing gear down. Le copilote abaisse le train d'atterrissage. En l'absence de puissance hydraulique, il effectue ce qu'on appelle un largage par gravité. Le train est abaissé par son propre poids, puis bloqué en position. Les deux trains principaux sont lourds. Ils tombent rapidement, et deux voyants verts confirment leur verrouillage, mais le train avant est plus léger et demeure flottant. On a très bien entendu les trains principaux descendre et se bloquer, mais je ne me suis pas rendu compte que le train avant n'était pas en position. 5 miles to touchdown. Roger. We have the field in sight. À 8 km de Gimli, les deux pilotes voient enfin une piste utilisable, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. We're too close, huh? It's going to be too steep, too fast. Yeah, I know. L'avion s'approche de la piste, mais son altitude est beaucoup trop élevée. Si le commandant Pearson adopte une vitesse descensionnelle normale, il ratera complètement la zone d'atterrissage. Mais s'il descend plus rapidement, le Boeing prendra une vitesse dangereuse et il ne pourra pas s'immobiliser à l'extrémité de la piste. Durant une approche normale, le bord d'attaque de l'aile et les volets de bord d'attaque nous aident à ralentir l'avion et à voler à vitesse réduite en toute sécurité. Mais cette fois-là, les volets étaient inutilisables puisqu'ils dépendent de la génération hydraulique principale. On a discuté des diverses options. En fait, il y avait deux possibilités. La première était d'effectuer un virage de 360 degrés pour perdre suffisamment d'altitude. Mais à mon avis, on en avait pour 3 minutes. Et notre vitesse verticale de descente était déjà de 760 mètres par minute. À quelques 915 mètres du sol, le Boeing n'a pas l'altitude requise pour exécuter un virage complet et revenir au seuil de la piste d'atterrissage. Bob Pearson choisit donc la deuxième option. Well, I guess I'll just slip it. Le commandant Pearson décide de tenter une manœuvre qu'on appelle la glissade sur l'aile. Cette manœuvre est bien connue des pilotes de planeur. Et Bob Pearson est un pilote de planeur expérimenté. I'm just going to slip it down till we're almost down at the runway, then I'll straighten it out. Okay. Pour effectuer ce glissement, le pilote doit croiser les commandes. Here we go. Le pilote a l'intention de lancer son avion dans une chute libre latérale, ce qui lui fera rapidement perdre de l'altitude sans augmenter sa vitesse avant. Bob Pearson connaît bien cette manœuvre en planeur. Il va maintenant tenter de l'exécuter à bord d'un Boeing 767. La seule façon de contrôler notre vitesse et le rythme de notre descente vers la piste était d'induire une traînée du fuselage en croisant les commandes de la gouverne de direction et des gouvernes de profondeur, puis celles des ailerons des extrémités d'aile, afin de faire basculer l'avion dans la position du crabe. Ensuite, il me suffisait d'augmenter ou de réduire notre vitesse de vol ou d'augmenter ou réduire notre vitesse descensionnelle. Bob Pearson contrôle la descente de l'avion en manœuvrant sa gouverne de direction et ses ailerons de façon à modifier l'angle de descente. Il devra incliner les ailes du Boeing dans une direction tout en faisant tourner le fuselage dans l'autre, le forçant à s'incliner de côté en fendant l'air. Le vol 143 poursuit sa descente et Maurice Quintal va bientôt découvrir un fait inattendu. La piste qu'il empruntait régulièrement il y a 15 ans n'est plus une piste d'atterrissage. Le commandant Bob Pearson est en panne d'essence, en panne de moteur et en panne d'options. S'il ne peut pas s'aligner sur la piste de Gimli, il perdra toute chance d'atterrir en douceur. Il tourne le manche à gauche et pousse les gouvernes de direction vers la droite. L'avion se penche à gauche. Le 767 perd rapidement de l'altitude en fendant l'air latéralement. J'ai regardé à gauche et j'ai tout de suite vu le sol. Parce que l'avion avait une très forte inclinaison d'environ 60 degrés. En fait, l'angle d'inclinaison était très élevé, comme le nez de l'appareil, et je me suis senti plutôt inconfortable. Je peux à peine m'imaginer ce que les passagers, qui n'avaient pas mon expérience de vol, ont pu ressentir à ce moment-là. J'ai vu une des fosses de sable du terrain de golf et j'ai songé
On va s'écraser. Le commandant Pearson marche sur une corde raide. Il doit ralentir sa vitesse. Mais s'il ralentit trop, l'appareil risque de perdre sa portance et de dégringoler en vrille jusqu'au sol. Durant l'approche, le pilote se concentre sur son point d'arrivée, le seuil de piste. Mais à quelques mètres du sol, Maurice Quintal comprend que la crise est loin d'être résolue. La piste d'atterrissage de Gimli a été convertie en piste de course d'accélération. Nous sommes samedi, jour de course. Et pour comble de malheur, les responsables ont organisé une fête familiale à l'ancienne base de Gimli. Les familles des coureurs du Club des voitures sport ont envahi le terrain d'aviation où elles camperont durant tout le week-end. Deux enfants pédalent le long de la piste d'atterrissage. Sans le vrombissement des moteurs, ils ne pourront pas entendre l'avion. Et évidemment, aucun Boeing 767 ne possède de klaxon. Brace! Brace for landing! En touchant la piste, le nez de l'avion a fait un bruit retentissant. On aurait dit un coup de fusil. Le train avant cède immédiatement. Pearson freine au maximum et deux des pneus éclatent sous la pression. Le moteur droit racle la piste. Je ne ressentais aucune émotion. Soudain, Pearson aperçoit un obstacle. J'ai regardé en avant et j'ai vu deux garçons à bicyclette, à environ 300 mètres de notre position. J'ai vu un des gamins lever la tête. Il paraissait surpris de voir cet énorme avion. Je vois encore l'expression de terreur imprimée sur leur visage. Ils étaient assez près pour ça. Privé de son train avant, le pilote ne pourra diriger l'avion vers la droite ou la gauche qu'en modifiant la pression des freins des deux trains principaux. À ce moment-là, j'avoue avoir eu quelques palpitations. Les garçons paniquent et tentent de distancer un avion qui vient vers eux à 320 km/h. Je ne pouvais pas faucher ces deux gamins avec mon avion. J'ai donc décidé de me diriger sur la pelouse, du côté des coureurs. Mais je n'ai pas remarqué les campeurs installés du côté ouest de la piste avant de toucher terre. Le nez du Boeing a tapé le sol et j'ai fini par voir tous ces gens plantés près de leur barbecue. Dino Calvert passait le week-end au champ de course en compagnie de quelques amis. Un coureur qui s'était arrêté au puits de ravitaillement a sauté dans sa voiture et démarré à toute vitesse. J'étais surpris parce que c'était plutôt inhabituel. Puis j'ai regardé le ciel et j'ai vu de la fumée. Bob Pearson fait l'impossible pour immobiliser le Boeing. Holy crow! L'avion emboutit une glissière de sécurité installée au milieu de la piste. Après avoir volé 17 minutes sans carburant, le vol 143 d'Air Canada s'immobilise enfin. Quelqu'un a crié « Hurrah !» et on s'est mis à applaudir. On était tous heureux d'être vivants. Dans de telles circonstances, on s'attend toujours à ce que l'avion se démembre ou qu'il explose au moment de l'impact. Evacuate! 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 All right, let's go. We gotta get off the plane. Une fumée épaisse envahit la cabine. Prudents, les membres d'équipage se chargent de faire évacuer l'avion le plus rapidement possible. On sentait l'euphorie, mais teintée d'une certaine panique. C'était une drôle d'atmosphère, la joie entrecoupée d'un sentiment d'urgence. Il fallait sortir. Moins de 2 mois auparavant, un DC-9 d'Air Canada avait réussi son atterrissage d'urgence à Cincinnati pour s'embraser sur l'aire de trafic avant la fin de l'évacuation. 23 personnes n'ont pas survécu. L'équipage et les passagers du vol 143 veulent éviter cette mort atroce.
L'avion s'est immobilisé sur la piste en quelques secondes. Mais le poste de pilotage a vite été envahi par la fumée. Passenger evacuation checklist. Passenger checklist. Fuel shut off. Off. Cabin depressurized. Depressurized. Electrics off. Electrics off. Checklist complete. Time to get out of here. Come on, guys, get some fire extinguishers. On a saisi nos extincteurs en cours de route. On a l'habitude des incendies dans le monde des courses d'accélération et on ne va nulle part sans nos extincteurs. Dès notre arrivée, on a vu les glissières d'évacuation sortir du ventre de l'avion comme des pattes d'araignée. L'avion avait atterri à la verticale. En le voyant, j'ai eu l'impression qu'il était debout sur son nez. En ouvrant la porte, j'ai découvert une glissière d'évacuation très à pic. Et je me suis demandé comment les passagers allaient descendre. À cause de l'inclinaison du nez de l'avion, les deux glissières arrière n'atteignent pas tout à fait le sol. 10 passagers sont légèrement blessés, la plupart après avoir emprunté ces glissières. J'ai entendu un collègue dire que le 767 avait atterri sans accident sur la fréquence radar ouest et que l'appareil était presque intact. On a tous crié « Hurrah !» J'étais très content de savoir que tous ces gens-là allaient dormir dans leur lit ce soir. Mais un épais nuage de fumée s'échappe encore du nez de l'avion. Il y avait environ 15 cm d'isolant entre les revêtements extérieurs et intérieurs du Boeing. Et sous l'effet de la friction, le matériau commençait à brûler. Les agents de bord transmettent une bonne nouvelle. Les 61 passagers sont au sol et aucun d'entre eux n'est sérieusement blessé. Can we give you a hand? Yeah, extinguisher. Bob Pearson a accompli un exploit sans pareil. Il a posé un 767 en panne totale de moteur après l'avoir fait planer sur une distance de plus de 8000 mètres. L'événement fait la manchette de la presse internationale. Tous se demandent comment un des avions de passagers les plus sophistiqués de l'industrie a pu manquer de carburant. Dès le lendemain, les autorités amorcent une enquête. Bill Taylor et Diane Rochelot du BSA, le Bureau de la sécurité aérienne, font partie de cette première équipe d'enquête. À l'époque, j'étais une jeune ingénieure mécanicienne et je travaillais pour le BSA depuis 1 an. C'était ma première enquête sur le terrain et j'étais très excitée, surtout parce qu'il s'agissait d'un avion de ligne. Lorsqu'on est arrivé au système de jaugeage carburant, j'ai laissé Diane vérifier les données du système informatique. Bill Taylor doit d'abord confirmer les allégations de l'équipage et prouver que l'avion était bien à court de carburant. Les enquêteurs vident les réservoirs et recueillent moins de 65 litres de carburant d'un avion qui peut en contenir plus de 90 000 litres. C'est comme si on tirait 5 cuillerées à soupe d'essence d'une voiture intermédiaire. Puis Taylor doit s'assurer que le manque de carburant n'a pas été causé par une fuite. Nous avons ensuite cherché des traces de fuite. J'ai même rampé dans ce qu'on appelle la baie sèche de l'appareil. Mais je n'y ai découvert aucune trace de fuite de carburant. Il reste une seule conclusion possible. Le vol 143 a décollé sans réserve adéquate de carburant. Les enquêteurs doivent éclaircir le mystère. Diane Rochelot poursuit son enquête dans le compartiment électronique aménagé sous la cabine de l'avion. Le 767 était un nouveau type d'avion doté de nombreux systèmes informatisés. J'imagine qu'en 1982, ils arrivaient en grand nombre sur le marché et que personne n'avait encore l'habitude de ces systèmes électroniques ultramodernes. L'enquêteuse découvre qu'un élément informatisé, le processeur numérique de quantité de carburant, était défectueux.
Comme l'aéroport de Montréal n'avait pas de pièces de rechange, il n'avait pu être remplacé. Elle expédie l'élément au laboratoire d'essai. On a effectué des essais de plus en plus sophistiqués pour découvrir qu'un des circuits, soit la bobine d'inductance, un très petit circuit, avait été encapsulé durant le processus de fabrication. Cela veut dire qu'il était recouvert d'un plastique opaque qui le rendait invisible à l'œil nu. On ne le voyait donc pas. Mais après avoir enlevé l'enveloppe plastique, nous avons vu clairement que le joint à brasure tendre avait été mal fait, ce qui avait causé la défaillance du système. La défaillance du processeur numérique explique pourquoi le commandant Pearson n'a pas pu compter sur ses indicateurs de quantité de carburant durant le vol. Mais elle n'explique pas l'absence de carburant. De toute façon, le personnel de piste ne se fie pas aux indicateurs durant les opérations d'avitaillement. Les enquêteurs s'assurent ensuite qu'une vérification manuelle a bien été faite avant le décollage. We just need to know what you did next. Yeah? We did a manual check of both tanks. And then we pump enough fuel for the trip to Edmonton. Le vol 143 aurait donc dû décoller avec des réserves de carburant suffisantes. Okay, thanks. That helps. Les enquêteurs doivent maintenant comprendre comment un des avions de ligne les plus sophistiqués de la planète a pu décoller avec la moitié du carburant requis pour atteindre sa destination. Les enquêteurs savent que même si les indicateurs de quantité de carburant étaient défectueux, les réservoirs du vol 143 ont été vérifiés manuellement au moment de l'avitaillement. Mais avant chaque avitaillement, des calculs essentiels doivent être effectués. Les pilotes doivent connaître le poids du carburant transporté par leur avion. Mais les camions-citernes pompent ce carburant par mesure de volume. Afin que les pilotes et les essenciers puissent communiquer clairement, la conversion du volume en poids est d'usage courant. Les enquêteurs vérifient et revérifient ces calculs. Les rapports d'avitaillement du jour de l'accident vont enfin donner des réponses à leurs questions. This is a typical fueling record. Lorsque les enquêteurs étudient les calculs effectués pour le vol 143, And this is from Flight 143. ils découvrent qu'ils n'ont rien d'ordinaire. Les documents décrivent clairement la quantité de carburant disponible dans les réservoirs, mais deux chiffres troublent les enquêteurs. L'un d'eux convertit le volume en kilos et le deuxième le convertit en livres. He shouldn't have been using both. So did you convert to pounds or to kilograms? To pound? Oh, to kilo. Can I see that again? D'autres entrevues avec l'équipage du Boeing et les essenciers révèlent que la panne du vol 143 découlait d'une erreur humaine impliquant de mauvais calculs et, en dernière analyse, une formation insuffisante. Les essenciers chargés d'avitailler le vol 143 ont fait des erreurs de calcul en convertissant le volume de carburant pompé des camions-citernes en poids emmagasiné dans les réservoirs du Boeing. Aucun des hommes qui ont vérifié les chiffres ce jour-là n'a découvert cette simple erreur. En 1983, le personnel de piste canadien convertissait généralement le carburant de ses camions-citernes en livres. Le Boeing 767 était le premier avion de la flotte d'Air Canada équipé de jauges de carburant métriques.
Le commandant Pearson et son copilote Quintal auraient donc dû exiger qu'on leur fournisse le poids du carburant en kilos et non en livres, ce qui implique l'usage d'une formule mathématique spécifique. Le vol 143 avait besoin de 22 300 kilos de carburant pour compléter son voyage. Mais les pilotes et les essenciers l'ont laissé décoller avec un maigre cargo de 22 300 livres de carburant. Puisqu'une livre pèse environ un demi-kilo, les réservoirs du Boeing devaient contenir la moitié du carburant nécessaire. Cela explique pourquoi l'ordinateur de vol indiquait des réserves suffisantes. Le pilote lui-même y avait introduit des chiffres erronés. Cet accident a soulevé une question fondamentale. Lorsqu'il n'y a que 2 membres d'équipage technique, qui est responsable des calculs? Une enquête ultérieure prouvera qu'aucun des hommes impliqués n'avait reçu de formation en conversion métrique, pas plus les pilotes que le personnel de piste. Je n'avais reçu aucune formation. En fait, aucun de nous n'avait été formé pour effectuer ce genre de calcul. L'ordinateur qui devait remplacer le mécanicien de bord était en panne. En fait, le vol 143 avait essentiellement perdu un membre d'équipage. Une série d'erreurs humaines et de défaillances mécaniques ont provoqué la panne de carburant du 767. Mais une autre défaillance a sans doute sauvé des vies ce jour-là. Si le train avant de l'avion n'avait pas cédé en touchant le sol, le commandant n'aurait pas pu l'immobiliser aussi rapidement et il aurait peut-être heurté certaines des personnes rassemblées autour de la piste de Gimli. Pearson et Quintal ont reçu un blâme reflétant leur part de responsabilité dans l'affaire, et un rapport de l'État a recommandé à Air Canada de réévaluer la formation de ses équipages techniques et de son personnel de piste en conversion métrique. Le rapport conseillait également de stocker davantage de pièces de rechange, comme les processeurs de quantité de carburant. Rick Dion a pris sa retraite en 2003 au terme d'une longue carrière de coordonnateur du contrôle de la maintenance chez Air Canada. Le copilote Maurice Quintal est devenu commandant de bord en 1988. Après l'incident, le commandant Bob Pearson est demeuré au service d'Air Canada pendant 10 ans et l'expérience de Gimli a influencé le reste de sa carrière de pilote. On se demande toujours comment on se conduirait en situation critique. Après Gimli, j'ai eu la certitude que si mon appareil restait intact, j'arriverais à le poser au sol. C'est très rassurant. Après une telle expérience, on sait qu'on peut jouer son rôle malgré le stress. Avant, on l'espère. On s'entraîne et on espère. Mais on vit dans le doute. Compte tenu des différents problèmes, cet atterrissage était magnifique. Je crois qu'à Vancouver, on a introduit les mêmes contraintes dans un simulateur de vol, mais aucun équipage n'a réussi à atterrir sans dommages. Après l'atterrissage, je me suis rendu compte que l'avion était intact et je me suis dit, super, je vais pouvoir reprendre l'air. Un drame comme celui-là transforme une vie. Je me retrouvais vraiment libre. À partir de là, je peux dire que Gimli, ça semble difficile à croire, mais l'expérience de Gimli est ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. Après ma rencontre avec celle qui est devenue ma femme, bien sûr. 2 jours après son atterrissage forcé, le 767 d'Air Canada volait vers Winnipeg, où une équipe d'entretien l'attendait avec impatience. Et pendant 25 ans, cet avion a sillonné les airs, arborant fièrement le surnom de planeur de Gimli, qu'il devait à l'habileté de son pilote, Bob Pearson. À l'époque, on le considérait comme le pire écrasement de l'histoire de l'aviation commerciale. C'était une scène apocalyptique. En 1974, plus de 300 personnes sont mortes lorsque leur avion est littéralement tombé du ciel. There's barely anything left here that's recognizable as being a part of an aircraft. On ne pouvait poser le pied nulle part sans avoir peur de fouler les restes d'un être humain.
Étrangement, l'explication du désastre a atterri à des milliers de kilomètres de là, dans la ville de Windsor, en Ontario. Un jour, cette preuve inusitée va raconter l'histoire d'un écrasement qui aurait pu être évité. Le 12 juin 1972, un nouvel appareil de la flotte d'American Airlines est arrêté sur une piste de l'aéroport de Détroit, dans le Michigan. Page? Un DC-10 flambant neuf accueille les passagers du vol 96 avant le décollage. Le commandant Bryce McCormick et son copilote Paige Whitney sont à bord de l'avion depuis plusieurs heures. Parti de Los Angeles, le DC-10 fait escale à Détroit avant de continuer jusqu'à Buffalo. All right, sir. McCormick pilote l'avion depuis son décollage de la Californie et Whitney doit prendre la relève jusqu'à la prochaine escale. Les deux hommes veulent passer le maximum de temps aux commandes car aucun d'eux n'a volé plus de 75 heures à bord d'un DC-10. C'est le cas de la plupart des pilotes, puisque ces appareils sont encore rares dans l'aviation commerciale. En 1972, le DC-10 vient d'être mis en circulation. À l'époque, c'est le dernier cri des avions de passagers. Sa silhouette et sa taille le distinguent des autres avions de ligne. Ce n'est pas étonnant, la société McDonnell Douglas a consacré plus d'1 milliard de dollars à sa conception. À la fin des années 60, McDonnell Douglas, Boeing et Lockheed se disputaient l'honneur de sortir le premier gros porteur sur le marché. McDonnell Douglas s'est donc empressé de mettre le DC-10 en production le plus rapidement possible. La société ne pouvait se permettre le moindre retard causé par des problèmes de conception. Le transporteur American Airlines est l'un des premiers à se procurer quelques-uns de ces avions. Les passagers du vol 96 voyagent à bord du 5e DC-10 sorti de la chaîne de production. Cydia Smith vient de recevoir la formation nécessaire pour en devenir l'agente de bord en chef. J'étais très excitée, non seulement de voler à bord d'un des premiers gros porteurs de l'industrie, mais aussi parce que j'allais diriger le personnel de cabine d'un gros avion de ligne. J'en rêvais depuis longtemps. Okay, you got it? Okay. Hand on the wheel. I got you. V1, rotate. Peu après 19 heures, le vol 96 décolle de l'aéroport de Détroit. Quelques minutes après le décollage, l'avion est déjà à 3500 mètres d'altitude et il survole la ville de Windsor, en Ontario. J'étais assise. Et comme le commandant avait éteint la consigne lumineuse de bouclage de ceinture, je me suis levée pour me rendre à l'office. L'avion grimpait encore, alors j'ai dû descendre la pente pour aller préparer du café. Je venais d'appuyer sur le bouton lorsque l'incident est survenu. Je me souviens d'être tombée
L'avion tanguait, mais soudain, il a basculé de ce côté. Les portières des compartiments à bagages se sont ouvertes et des objets ont volé hors des poches des passagers. Je me suis dit, Seigneur. J'avais l'impression de vivre le dernier jour de mon existence. Dans le poste de pilotage, l'équipage technique tente de reprendre le contrôle de l'appareil. Les manettes de poussée des 3 moteurs ne fonctionnent plus et l'énorme avion a perdu presque toute sa puissance motrice. Il se met à ralentir. L'avion a tout de suite perdu de l'altitude. Et puis, une des pièces endommagées m'a frappé en plein visage. Mon mari essayait désespérément de trouver une agente de bord parce qu'il fallait que je presse un linge sur mon visage pour arrêter le saignement. McCormick reprend le contrôle de l'appareil. Avec l'aide du copilote, il stabilise le DC-10. Mais l'avion est sévèrement endommagé. Have we got hydraulics? No, I've got full rudder here. La gouverne de direction de la queue qui contrôle la trajectoire de l'avion est bloquée à droite, ce qui contraint le DC-10 à virer dans cette direction. Tandis que le commandant lutte pour ramener son avion endommagé à Détroit, l'agente de bord Cydia Smith est épouvantée de voir un trou béant dans le plancher de la cabine. Les passagers me demandaient ce qu'ils devaient faire et je ne savais pas quoi leur dire. Cydia Smith a pu faire le décompte des passagers, mais sa collègue Sandra McConnell manque à l'appel. Sandra! Can you hear me? Sandra, where are you? J'ai fini par la voir sortir d'une des toilettes. Sandra doit franchir le trou béant pour rejoindre le reste des passagers. À chaque fois qu'elle avançait d'un pas, un autre bout de plancher s'affaissait. L'équipage parvient à réactiver les moteurs placés sous les ailes, mais le 3e moteur juché sur la queue de l'avion ne répond pas. Center, this is American Airlines Flight 96. We got an emergency. American 96, roger. Type of emergency? We've got a jammed rudder. We need to get down and make an approach. Avec un moteur et un gouvernail en panne, le commandant doit aussi maîtriser les gouvernes de profondeur fixées sur la queue de l'avion. Ces gouvernes lui permettent de faire grimper ou descendre l'énorme appareil. Elles répondent mollement, mais elles sont utilisables. La situation n'est donc pas désespérée. I think it's going to fly. American 96, turn further right. Heading will be 200. Avec un contrôle partiel des gouvernes de profondeur et un gouvernail bloqué à droite, le commandant McCormick compte sur ses moteurs pour faire virer le DC-10. En augmentant la poussée d'un côté de l'avion, il pourra changer de direction, quoique fort lentement. I have no rudder control whatsoever, so our turns are going to have to be very slow and cautious. Tous les passagers s'éloignent au maximum de l'arrière du DC-10. Heureusement, l'équipage de cabine n'a qu'une seule blessure à déplorer, la coupure au visage de Loretta Kaminski. Captain! There's a hole in the back of the plane! A hole? Yes, sir! What do you want us to do? Get everyone ready for an emergency landing. Le DC-10 du commandant McCormick est sérieusement endommagé et la vie de tous ses occupants dépend maintenant de sa capacité à faire atterrir un avion qui peut à peine voler.
Moins d'une demi-heure après le décollage, en piteux état, l'appareil retourne à l'aéroport de Détroit. Les quelques minutes du voyage de retour ont été les plus longues minutes de toute mon existence. Tous les occupants de la cabine étaient persuadés qu'ils ne s'en sortiraient pas vivants. Le commandant McCormick doit augmenter la puissance motrice pour relever le nez de l'avion avant l'atterrissage. L'appareil dérive encore rapidement vers la droite. I have no rudder to straighten it out when it hits. Le DC-10 et ses 67 occupants se dirigent vers la piste d'atterrissage à une vitesse de près de 300 km/h. Mais l'atterrissage a été le moment le plus terrifiant. Après avoir touché le sol, l'appareil vire brusquement à droite. Lorsque l'avion a atterri, j'ai eu l'impression qu'il a roulé éternellement sur la piste. Un des trains d'atterrissage glisse hors de la piste et dérape sur le gazon. Malgré cet atterrissage infernal, l'avion parvient à s'arrêter à 300 mètres de l'extrémité de la piste. Okay. Engines off at your discretion. Shut him down. Toutes les femmes voulaient l'embrasser. Il a été extraordinaire. À ce moment-là, on a tous compris qu'on était encore vivants grâce à lui. Il nous avait littéralement sauvé la vie. Il y a de bons et de mauvais pilotes, mais une telle prouesse transcende ces termes. Il a fait preuve d'une habileté sans pareille. Il a dû utiliser tous ses instincts de pilote et toutes ses facultés pour demeurer calme et évaluer la situation. Puisque l'avion est en sécurité sur la piste, l'équipage a enfin l'occasion d'inspecter les dommages. Le commandant et moi avons supervisé l'évacuation des passagers. Puis nous avons marché vers l'arrière de l'appareil. En regardant l'air, nous avons vu cet énorme trou. C'était très étrange. Rien ne permet de croire que l'avion ait heurté un obstacle comme les pilotes l'ont d'abord cru. Comment un avion de ligne a-t-il pu écoper de dommages aussi importants? Le trou était si énorme que si les sièges adjacents avaient été occupés, les passagers auraient été aspirés à l'extérieur. À ce moment-là, on considérait encore l'hypothèse d'un attentat. Mais même si l'incident est survenu très soudainement, on ne découvre aucune trace de bombe dans l'appareil endommagé. Les enquêteurs commencent leur travail et découvrent que certaines parties du DC-10 n'ont pas atterri à l'aéroport de Détroit. Un étrange indice est tombé de l'autre côté de la frontière, dans la ville de Windsor, en Ontario. Un cercueil entreposé dans la soute à bagages du vol 96 d'American Airlines est découvert à 30 km de l'aéroport de Détroit, près de Windsor, en Ontario. Les enquêteurs y trouvent aussi la porte de fret arrière du DC-10. Les portes ne sont pas censées se détacher d'un avion. En fait, puisqu'il s'agissait d'un appareil flambant neuf, une telle chose n'aurait jamais dû se produire. En examinant la soute à bagages de l'avion, l'équipe d'enquête comprend que le design de la porte rend le nouvel appareil vulnérable. La plupart des portes d'avion de ligne s'ouvrent vers l'intérieur. Ces portes sont même un peu plus grosses que l'encadrement. Lorsque la pression de l'air s'élève dans un avion à réaction, ces portes à emboîtement sont aspirées dans leur cadre.
Ce type de design produit un appareil très sécuritaire. Mais la société McDonnell Douglas a opté pour des portes de fret s'ouvrant vers l'extérieur, dans le but d'augmenter la surface de stockage du DC-10. Après leur fermeture, des crochets fixés à la porte de l'avion agrippent la barre de métal des dormantes portes. Puis, par mesure de sécurité, les bagagistes rabaissent un levier qui pousse des goupilles de verrouillage à travers les crochets pour les maintenir en place. En inspectant la soute à bagages de l'avion, les enquêteurs ne découvrent aucun défaut de construction près de la porte arrachée. Mais en examinant les verrous de la porte de fret, ils réalisent que les crochets ne sont pas complètement enclenchés et que les goupilles qui doivent assurer le verrouillage de la porte ne sont pas en position verrouillée. En interrogeant le bagagiste qui avait fermé la porte de l'extérieur, j'ai tout de suite compris qu'il n'avait pas eu la tâche facile. En fait, il avait dû utiliser son genou pour forcer la porte en position. Puis, les enquêteurs font une découverte terrifiante. Il est possible de baisser le levier fixé à l'extérieur de la porte, même si les crochets et les goupilles de verrouillage ne sont pas en position fermée. L'accident de Windsor a prouvé qu'on pouvait pousser le levier pour abaisser la porte afin que la poignée s'encastre correctement, même si les goupilles de verrouillage n'étaient pas en position fermée. Cela signifie que les bagagistes peuvent s'imaginer que la porte est fermée alors qu'elle ne l'est pas. Le levier extérieur peut donc être poussé sans que la porte ne soit bien verrouillée, et l'équipage de l'avion n'en sera même pas conscient. Les goupilles de verrouillage éteindront le voyant d'alerte, même si elles sont mal enclenchées. La nouvelle porte était donc une véritable bombe à retardement. Pendant qu'un avion de ligne à réaction prend de l'altitude, les différences de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil s'accentuent progressivement. Si une porte est mal fermée, elle va sauter avec une force explosive. Les problèmes du vol 96 d'American Airlines ont commencé lorsque l'avion a pris 3500 mètres d'altitude. La porte de fret a explosé et le cercueil entreposé dans la soute à bagages a été aspiré hors de l'avion. Dès que la pression de l'air emprisonné à bord du DC-10 est relâchée, tout ce qui n'est pas solidement attaché est attiré vers l'extérieur. C'est une expérience surprenante. Tout l'air emmagasiné dans cette enceinte sous pression cherche à en sortir au même instant. Plus l'avion est gros, plus l'air ambiant est violemment expulsé durant une brève période de temps. Mais la décompression explosive n'empêche pas un avion de voler. Pourquoi le commandant McCormick a-t-il eu tant de mal à manœuvrer le sien? Les enquêteurs examinent l'arrière de la cabine du DC-10 de plus près et apprennent que le design de l'appareil le rend extrêmement vulnérable. Lorsque la porte de fret a été arrachée, le plancher de la cabine a subi tant de pression qu'il s'est affaissé dans la soute à bagages de l'étage inférieur. Au cours de l'affaissement, le plancher a arraché certains des systèmes de contrôle essentiels de l'avion. En s'écroulant, le plancher a emporté les câbles qui contrôlaient le deuxième moteur et il a endommagé la plupart des câbles reliés aux gouvernes arrière. I think it's going to fly! Mais Bryce McCormick conserve suffisamment de maniabilité pour voler à l'horizontale. L'incroyable habileté de pilote du commandant McCormick a sauvé la vie de tous les voyageurs du vol 96. Ce qui n'efface nullement la défaillance d'un des avions à réaction les plus modernes et les plus coûteux de toute l'aviation commerciale de l'Amérique du Nord. L'incident de Windsor soulignait un défaut flagrant. C'est ce que le NTSB a dit. Regardez, le danger est là. On peut fermer cette porte sans que les verrous ne soient complètement enclenchés. Il faut que tous les pilotes de DC-10 soient au courant de cette faille.
Chuck Miller était le chef du bureau de la sécurité aérienne du NTSB. C'est lui qui doit signaler les défaillances du nouveau DC-10 et y proposer des solutions. Chuck Miller veut perfectionner le DC-10. Il en fait un point d'honneur. De son côté, la société McDonnell Douglas est anéantie par la quasi-catastrophe aérienne survenue au-dessus de Windsor. Son jouet d'1 milliard de dollars a failli dégringoler du ciel. Et si la série noire continue, la société elle-même risque de sombrer. Nous sommes le 3 mars 1974 à Paris par une magnifique journée de printemps. Voilà près de 2 ans que le DC-10 d'American Airlines a frôlé l'écrasement en Ontario. À cette époque, plus de 50 de ces nouveaux avions sillonnent le ciel partout dans le monde. Le 29e DC-10 fait partie de la flotte de Turkish Airlines. En temps normal, la dernière escale du vol qui relie la Turquie à l'Angleterre accueille peu de passagers. Mais aujourd'hui, le DC-10 est plein à craquer. Des voyageurs épuisés s'emparent de tous les sièges vacants. La grève d'une ligne aérienne britannique les contraint à rentrer à Londres par n'importe quel vol disponible. Wendy Wheel est l'un de ces voyageurs de dernière minute. Le jeune mannequin a terminé une séance de photos à Madrid et elle veut rentrer chez elle. On était mariés depuis environ 18 mois et on songeait à avoir un bébé. Je crois qu'elle avait du succès comme mannequin, non seulement parce qu'elle était très jolie et douée pour ce métier, mais aussi parce que les photographes l'aimaient bien. Elle était agréable d'approche et peu compliquée. À cause de l'embarquement des nouveaux passagers, le vol a pris du retard et les membres de l'équipage technique ne sont pas les seuls à attendre. À l'arrière de l'avion, le bagagiste Mohamed Mahmoudi est perplexe. Devant le nombre record de passagers, il se demande s'il a bien chargé tous les bagages dans la soute. C'est tout. Vous êtes fini. Bien, j'ai l'affaire. Convaincu d'avoir terminé sa tâche, le bagagiste verrouille la porte de fret arrière. Le DC-10 est prêt à décoller. Cet après-midi-là, peu après 12h30, le vol 981 de Turkish Airlines s'élève au-dessus de Paris. Londres est à moins d'1 heure de vol. Race control, this is Tango Hotel Yankee 981. We're at 60. Requesting clearance to flight level 230. Tango Hotel Yankee 981, you are cleared to flight level 230. 981, roger. Tandis qu'il s'éloigne de l'aéroport, le DC-10 prend progressivement de l'altitude. « 2700 mètres, 3000 mètres, 3300 mètres. L'énorme avion à réaction frémit, puis vire sur l'aile gauche. What happened? The cabin blew out! Are you sure? 16 secondes après le début de la crise, les pilotes luttent désespérément pour sauver l'avion. Le DC-10 pique du nez et accélère rapidement.
Bring it up! Pull our nose up! I can't bring it up! She doesn't respond! Les passagers assis à l'arrière assistent à un spectacle terrifiant. 2 rangées de sièges ont carrément disparu. Et par l'énorme trou du plancher, les survivants contemplent le ciel de Paris. 7,000 feet! Hydraulics! We've lost it! L'équipage découvre qu'il n'a aucune énergie hydraulique pour contrôler l'appareil. Sans elle, ils ne pourront manœuvrer ni la gouverne de direction ni les gouvernes de profondeur. Même s'il est privé de ses systèmes hydrauliques, l'avion se redresse graduellement. Mais il est trop tard. It looks like we're going to hit the ground! Leave! Le DC-10 vole encore à une vitesse de près de 800 km/h. Le vol 981 n'a même pas atteint la Manche. 9 minutes après le décollage, l'avion de Turkish Airlines est le théâtre du pire écrasement de l'histoire de l'aviation commerciale. À Londres, on annonce que le vol a pris du retard. Puis les nouvelles de l'écrasement sont diffusées. Je suis allé au guichet pour leur demander ce qui se passait. Et la réaction de l'homme debout derrière le comptoir m'a tout de suite fait craindre le pire. There's barely anything left here that's recognizable as being a part of an aircraft. Puis j'ai regardé la télévision et j'ai songé, j'espère qu'elle est morte. Parce que le carnage de la forêt de Senlis me rappelait les tranchées des films de la Première Guerre mondiale. Le DC-10 se désintègre au moment de l'impact. Il transportait 346 personnes. Il n'y a aucun survivant. C'était une scène apocalyptique. Les débris, des articles personnels, des bouts de câblage électrique, des restes humains couvraient le sol. On ne pouvait poser le pied nulle part sans avoir peur de fouler les restes d'un être humain. J'en fais encore des cauchemars, même après 33 ans. En second lieu, les enquêteurs sont conduits à un champ situé à 15 km du lieu de l'écrasement. Ils y trouvent un morceau du fuselage et 2 rangées de sièges provenant du DC-10 accidenté. Étrangement, ils sont tombés de l'avion avant qu'il ne s'écrase dans la forêt. Lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux, les corps des passagers bouclés dans ces sièges ont déjà été emportés. Mais ces débris vont aiguiller l'enquête dans une direction pour le moins troublante. Puisque l'écrasement du vol 981 de Turkish Airlines impliquait un avion de fabrication américaine, l'expert du NTSB Chuck Miller participe à l'enquête. Pour la 2e fois en 2 ans, il va examiner la carcasse d'un DC-10. À mon avis, Chuck Miller devait fort probablement croire qu'on avait corrigé le problème après l'accident de Windsor. L'équipe d'enquête réalise rapidement que le morceau de fuselage retrouvé en France est la porte de fret arrière du DC-10. C'est une répétition flagrante de l'accident de Windsor. Chuck Miller est estomaqué. Pourquoi n'avait-on pas réglé le problème? En voyant la porte, il a tout de suite compris que le design n'avait pas été modifié. Et je crois qu'il a ressenti une immense colère. Miller pose un geste inhabituel. Même si l'enquête en est à ses débuts, il donne un tuyau important au journaliste Paul Eddy. Je lui ai demandé, « Savez-vous comment cette porte a pu se détacher de l'avion? » Il m'a répondu, « Oui, à votre place, j'irai enquêter à Windsor, en Ontario. »
Hello. I'm Chuck Miller. Miller partage ses soupçons avec les enquêteurs de l'équipe française. Could you please pass these around? These were taken on June 12th, 1972, right after the incident. Now, we had an American Airlines flight from Detroit to Buffalo have its cargo door blow off. Durant la longue enquête déclenchée par l'accident du vol 96 d'American Airlines, un élément crucial a-t-il été négligé? Et l'énorme gros porteur de la société McDonnell Douglas souffrirait-il d'un second vice de fabrication? Après le rapport de Chuck Miller, les enquêteurs français examinent la porte de fret de plus près. Et ils font une découverte scandaleuse. Le problème n'a rien de nouveau, car l'accident du vol 96 s'est simplement répété de façon meurtrière. Les crochets de sécurité conçus pour bloquer la porte de fret ne sont pas verrouillés. Et comme 2 rangées de sièges ont été aspirées hors du DC-10 au-dessus de Paris, il est évident que le plancher de l'avion s'est affaissé, comme il l'avait fait au-dessus de Windsor. It looks like we're going to hit the ground! I can't bring it up! Stop it, Windsor! En fait, lorsque les enquêteurs écoutent les conversations du poste de pilotage, ils comprennent que les pilotes turcs étaient encore moins en contrôle de leur appareil que l'équipage technique du vol 96 d'American Airlines. We need to get down and make an approach. I think it's going to fly! À Windsor, le commandant McCormick avait pu redresser son avion et le faire atterrir en douceur. Mais 2 ans plus tard à Paris, tous les systèmes hydrauliques ont été détruits au cours de l'accident. Hydraulics! We've lost it! Le fluide hydraulique permet au pilote de manœuvrer la gouverne de direction et les gouvernes de profondeur de la queue. Sans lui, l'équipage n'avait aucune chance de sauver l'avion du désastre. Le problème fondamental, c'est que le vol 981 transportait 5 fois plus de passagers. En s'affaissant, le plancher de l'avion a donc exercé une énorme pression qui a littéralement arraché tous les câbles et les systèmes de contrôle installés à l'arrière. Il nous fallait découvrir pourquoi le design de la porte n'avait pas été modifié. Pourquoi une société importante, respectée dans l'industrie, avait-elle délibérément omis de rectifier son erreur? Moins d'1 mois après la quasi-catastrophe aérienne de Windsor, le NTSB avait fait 2 recommandations formelles. Chuck Miller et son équipe avaient suggéré des modifications au mécanisme de verrouillage de la porte de fret. Engage the lever. Ils voulaient s'assurer que les bagagistes soient incapables de pousser le levier extérieur sans que les goupilles de verrouillage ne soient bien enclenchées. Ils avaient également suggéré l'ajout des vents d'aération dans les planchers de tous les DC-10. De cette façon, la cabine pressurisée pourrait s'équilibrer et le plancher demeurerait en place. Mais au cours des 2 ans qui ont suivi le premier accident, aucune des 2 recommandations n'a été exécutée. Aux États-Unis, la sécurité aérienne est confrontée à un problème important depuis très longtemps. Le rôle du NTSB est de découvrir les raisons d'un accident et de soumettre des recommandations pour prévenir d'autres accidents du même genre. Mais il ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel. Le problème est que les représentants du NTSB doivent s'adresser à la FAA et lui dire « Nous voulons que ces recommandations soient exécutées ». Si la FAA émet une directive de navigabilité, les avions concernés sont interdits de vol jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Malgré la gravité du vice de fabrication du DC-10, aucune directive de navigabilité n'a jamais été transmise. À l'époque, un simple engagement d'honneur entre les dirigeants de la FAA et de la société McDonnell Douglas avait remplacé la directive. L'engagement d'honneur est la cause profonde de l'écrasement de Paris. Je n'ai aucun doute à ce sujet.
Si la directive de navigabilité avait été émise comme elle aurait dû l'être après Windsor, la catastrophe de Turkish Airlines aurait été évitée. Cet accident n'aurait jamais dû avoir lieu. La société McDonnell Douglas a assuré la FAA qu'elle réglerait volontairement le problème, car une directive de navigabilité aurait entaché la réputation du nouveau DC-10. Ils craignaient surtout que le public ou une des lignes aériennes susceptibles d'exploiter leurs avions se disent « cet oiseau-là a des vis cachées ». La communication d'une directive de navigabilité, surtout lorsqu'elle vous contraint à refaire vos plans et à réviser votre appareil, est le pire cauchemar d'un fabricant. McDonnell Douglas avait tout de même modifié sa porte de fret. Un judas avait été installé au bas de la porte afin que les bagagistes puissent vérifier l'enclenchement des goupilles de verrouillage. De plus, plusieurs panneaux d'avertissement avaient été fixés aux portes de fret. Et la société avait effectué d'autres réparations. Elle avait fait augmenter la longueur des goupilles de verrouillage et fixé une plaque sur la face intérieure des portes. Cette plaque devait empêcher le bagagiste de pousser le levier tant que la porte ne serait pas correctement fermée. Mais chacune de ces soi-disant solutions entraîne de nouveaux problèmes. De nombreux bagagistes ignorent la fonction du nouveau judas. À l'aéroport de Paris, le bagagiste du vol 981 pouvait lire et parler 3 langues, mais pas l'anglais. Et les panneaux étaient tous rédigés dans cette langue. La plaque de support qui devait assurer la sécurité du mécanisme n'avait jamais été fixée à la porte de fret du vol 981. Encore une fois, aucun inspecteur indépendant de la FAA n'est venu vérifier chaque avion avant d'y apposer son sceau, parce qu'aucune directive de navigabilité n'avait été transmise. Au cours des années qui suivent la catastrophe aérienne de Turkish Airlines, un nombre incroyable de poursuites sera engagé en Californie. Dans quelques instants, la fin tragique du DC-10 nous réserve une dernière surprise. En 1974, un nombre sans précédent de poursuites judiciaires sont intentées contre la société McDonnell Douglas. Les familles des passagers morts dans la forêt de Senlis, près de Paris, cherchent des responsables. Au fil du temps, j'apprenais de plus en plus de détails au sujet de l'écrasement. J'ai fini par comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un accident au sens strict du terme, mais d'une catastrophe évitable. J'ai donc voulu démasquer les coupables. Au cours des semaines précédant le procès, les avocats impliqués dans la poursuite ont accès à toute l'histoire du développement du DC-10. Et ils ne sont pas les seuls. Le journaliste Paul Eddy épluche fébrilement les mêmes dossiers. Nous voulions absolument mettre la main sur ces documents et ces témoignages. Heureusement, quelqu'un nous a fait parvenir la clé du dépôt d'archives, et nous y allions la nuit. Il y avait une énorme pile de documents accumulés, et il nous a fallu en lire une bonne partie avant de découvrir le fin mot de l'histoire. Après avoir consulté une tonne de documents, Paul Eddy fait une découverte renversante. Il s'agit d'un mémo écrit par Don Applegate, le directeur de l'analyse de produits de Convair, la société chargée de fabriquer la porte de fret pour McDonnell Douglas. On a su qu'on les tenait après avoir mis la main sur le mémo de Don Applegate qui leur signalait l'apparition certaine de problèmes de ce genre. Le mémo représente une charge terrible contre les portes de fret manufacturées pour le DC-10, ainsi que l'absence des vents au niveau du plancher des cabines. Il prévient McDonnell Douglas que tôt ou tard, les portes de fret causeront une catastrophe importante. L'avion a démontré une prédisposition inhérente aux défaillances catastrophiques en cas de décompression explosive de la soute à bagages. Le mémo, écrit quelques semaines avant la quasi-catastrophe de Windsor en Ontario, recommandait la modification immédiate du design des portes du DC-10.
On les tenait, car on savait qu'ils avaient toujours été au courant. Au cours du procès, la partie poursuivante fait une autre découverte. Certes, McDonnell Douglas était au courant des problèmes du DC-10 après l'accident de Windsor, mais il en était également conscient durant le processus de développement de l'appareil. 4 ans avant l'écrasement de Paris, 2 ans avant l'accident de Windsor, la même porte de fret avait raté une épreuve de pression. La société savait qu'il y avait un problème, mais elle n'a pas modifié le design de sa porte. J'avais du mal à croire qu'une grande société, McDonnell Douglas à l'époque, puisse faire une telle chose, qu'elle soit prête à risquer la vie de gens ordinaires pour une question d'argent. On parle carrément de la technologie de la pierre tombale. L'industrie de l'aviation a toujours tenu compte de l'argent investi. Et malheureusement, il est vrai que trop souvent, on attend que trop de gens soient morts avant de dire « En fait, il va falloir dépenser l'argent nécessaire pour régler ce problème-là. » Le mémo de Don Applegate, appuyé par d'autres informations dévoilées durant le procès, mène à l'un des plus importants règlements de l'histoire de l'aviation. La société McDonnell Douglas doit verser plus de 80 millions de dollars aux familles des victimes. Après l'écrasement de Paris, des modifications infaillibles sont enfin apportées aux portes de fret des DC-10. Cette fois, rien n'est laissé au hasard. La FAA transmet une directive de navigabilité inflexible. Les portes du DC-10 ne s'ouvriront plus jamais en plein vol. Et cette directive donne des résultats. Après l'accident de Paris, il n'y aura plus jamais d'incident grave impliquant les portes de fret d'un DC-10. Mais les antécédents de l'avion et le caractère très concurrentiel de l'industrie ont un impact important sur son avenir. McDonnell Douglas a vendu bien moins de DC-10 commerciaux qu'elle ne l'escomptait avant la mise en marché de l'appareil. La plupart des pilotes qui ont volé sur le DC-10 au fil des ans aiment bien cet avion. Il est probablement un peu plus lourdeau que le 747, ses commandes de vol sont moins maniables, mais c'est quand même un bel oiseau. Néanmoins, l'appareil et son concepteur resteront à jamais associés à l'horrible écrasement de Paris. En définitive, la société McDonnell Douglas elle-même disparaît après avoir été rachetée par Boeing en 1996. Dans la forêt de Senlis, on a érigé un monument en mémoire des morts du vol 981. C'est un rappel éternel d'un des accidents les plus troublants de l'histoire de l'aviation. On n'oublie jamais. J'ai poursuivi ma vie pendant une bonne trentaine d'années, mais je ne l'ai pas oublié. Aujourd'hui encore, les gens considèrent sa mort comme un accident. Mais c'est faux.